L'humanité est-elle une sale race? Sémantique un peu dure, mais... Nous sommes quand même les premiers, en 5 milliards d'années d'évolution subtile de la vie sur Terre, à nous découvrir coupables, seuls coupables, d'une extinction massive. Ce que mes chercheurs biologistes nomment un anéantissement biologique global, qu'il conviendrait d'ailleurs de nommer une extermination délibérée. Nous représentons 0,01% des vivants et nous sommes à l'origine de 85% des morts. Le monde a des limites physiques, biologiques, écologiques. Des scientifiques du système Terre ont identifié 9 limites à ne pas dépasser, sous peine de mettre en danger la stabilité du système Terre. Sur les 9 limites, au moins 6 ont déjà été dépassées. Le climat, donc, qui est hors de la zone de stabilité. Les cycles biogéochimiques, qui sont les grands cycles du vivant, notamment les cycles du phosphore et de l'azote, ont été dépassés, c'est-à-dire totalement déréglés. La biodiversité, qui est en plein effondrement. Également l'usage de l'eau douce, l'usage des sols, gravement dégradés par les activités humaines, et les pollutions qui s'accumulent et rendent toxiques tous les écosystèmes. C'est la première fois que l'on montre que l'on a franchi avec la pollution chimique une limite planétaire et contaminé la Terre de façon irréversible. Les auteurs de l'étude pointent surtout du doigt les PFAS, des substances dites per- et polyfluoroalkylées. Une famille de plus de 4500 molécules, leur présence dans l'eau pluviale est supérieure au seuil recommandé par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Le niveau le plus bas de PFAS dans les eaux de pluie reste 14 fois plus élevé que les recommandations en matière d'eau potable. Donc, il y a une grande différence entre ces recommandations et les niveaux que l'on retrouve dans les eaux de pluie partout dans le monde. Les PFAS se retrouvent notamment dans des emballages alimentaires, des textiles anti-pluie et respirants. Ces molécules chimiques sont utilisées dans différents secteurs industriels pour leurs propriétés imperméables et anti-adhésives. Des effets sur la fertilité ont été observés ainsi que sur le développement du fœtus. Ces substances augmentent le taux de cholestérol et les risques de cancer. Les PFAS qui ont fini par rendre l'eau de pluie impropre sont aussi appelés polluants éternels car ils sont difficilement dégradables. La génération dite des boomers, celle encore d'un certain nombre de vos professeurs, a cru toucher une certaine insouciance, disons une sérénité indolente. En réalité, elle a créé une monstruosité systémique sans précédent. Nous sommes ceux qui auront tout détruit. Lorsqu'on voit ce que fait l'humanité actuelle, à la question « l'humanité est-elle une sale race ?», on peut avoir une réponse. Mais la question suivante est « pourquoi l'humanité est-elle amenée à être une sale race ?» Si on s'attaquait à la cause, maintenant, si on le faisait, ça donnerait quoi? Si on s'attaquait vraiment à la cause des causes, on ferait quoi? On ferait la seule et unique chose dont on peut démontrer que ça fonctionne. Ça fonctionnerait. On ralentirait. On ralentirait, mais ralentir, ce n'est pas du tout s'attaquer à la cause des causes. N'oubliez pas que le temps, c'est de l'argent dans un système monétaire, parce que chaque minute équivaut à du salaire qu'il faut logiquement rémunérer. Ralentir, c'est donc ne plus être rentable. Ralentir les consommations, c'est freiner la vitesse de rotation monétaire. Ralentir cette vitesse de rotation, c'est détruire les services publics, la police, la santé, etc. Est-ce que votre éducation vous a appris ce qu'est le principe de vitesse de rotation monétaire? Si vous avez besoin, petite vidéo disponible. On ralentirait fortement. Pas un peu, fortement. On organiserait une descente énergétique et matérielle, une diminution importante des flux d'énergie et des flux de ressources. Alors prenons la mesure de la chose. Si nous faisions vraiment ce qu'il faut faire, nous remettrions en question toute l'économie mondiale, tous les modèles aujourd'hui économiques et macroéconomiques qui ne prennent pas en compte la limitation des ressources naturelles. Un des points focaux de la problématique, c'est bien entendu notre addiction à cette croissance économique qui est désormais gravée dans presque tous les objectifs nationaux et supranationaux, y compris les objectifs du développement durable, des choses comme ça. Alors pourquoi c'est gravé dans notre économie ? Parce qu'il faut rembourser les intérêts lorsqu'on utilise le crédit, et même les crédits minimes, même si les banques sont aux mains de la nation ou de citoyens, et même s'il n'y a pas de taux d'intérêt, il faudrait financer les marges commerciales. Et c'est exactement le même principe pour y arriver. Il faut faire grossir les chiffres d'affaires.
Et comment fait-on grossir les chiffres d'affaires? En consommant toujours plus. C'est ça, la croissance. La croissance est donc intrinsèque au système économique actuel, qui est un système économique monétaire. La croissance économique monétaire, c'est comme un enfant qui grandirait sans jamais s'arrêter et de plus en plus vite. C'est monstrueux. Est-ce que votre éducation vous a appris ce qu'est l'exponentielle d'une croissance économique monétaire? Si vous avez besoin, petite vidéo disponible. Nous remettrions également sur la table tous nos modèles sociaux et sociétaux, nous réinventerions collectivement nos modes culturels, le tout dans cette première moitié de siècle. De toute manière, la grande descente énergétique et matérielle dont je vous parle, si nous échouons à l'organiser, nous la subirons. Il y a plein de raisons pour cela. Une des raisons, c'est que notre économie mondiale n'est rien d'autre qu'une pyramide de Ponzi. Pour que ça continue de fonctionner, pour que ça se casse pas la gueule, il faut toujours plus d'énergie et de matières premières, sinon ça s'effondre. Pourquoi, sans le consommer toujours plus, notre société s'effondre? Eh bien tout simplement parce que l'usage de monnaie implique l'obligation de croissance, comme expliqué précédemment. C'est un changement profond. Il est à la fois dans comment on produit, dans comment on consomme, dans ce qu'on consomme. La question à se poser, c'est surtout pourquoi on consomme. On ne consomme pas seulement par besoin dans un monde monétaire. On consomme pour faire des salaires, pour avoir de quoi se payer un toit, de la nourriture, des vêtements, de la culture, etc. Si un humain construit par exemple des machines à laver qui durent très très longtemps, que devient son activité, son salaire, une fois que les machines à laver sont produites? Il est au chômage. Il meurt. Par conséquent, le gaspillage, l'obsolescence programmée informatique ou autre, sont nécessaires pour faire tourner la machine économique monétaire. Nous devons changer de modèle économique. Mais la plupart des gens ne veulent pas changer, pas à ce point-là. La plupart d'ailleurs pensent souvent à tort qu'ils ne peuvent pas changer à ce point-là. c'est surtout que pour l'instant, même s'ils ont quelques difficultés, les humains ne sont pas assez dans la merde pour changer personnellement. Pour changer son comportement, ses idées, il faut que sa survie soit menacée. Et paradoxalement, leur survie leur semble plus menacée à l'idée de changer de système économique plutôt que de continuer à aller droit dans le mur. Rien ne se produira tant qu'on ne comprendra pas, tant qu'on ne ressentira pas, tant qu'on ne visualisera pas, tant qu'on ne réalisera pas, tant qu'on ne voudra pas et tant qu'on ne décidera pas de tourner la page sur le chapitre en cours de l'histoire de l'humanité et de commencer un nouveau chapitre. Bien, donc commençons un nouveau chapitre. La décroissance n'est pas l'inverse de la croissance. Il faut bien comprendre ça, je sais que c'est compliqué, mais il faut bien le comprendre. C'est pas la baisse du PIB, ça c'est la récession ou la dépression. Qu'est-ce qui délire? Mais si la décroissance équivaut à une baisse des consommations, donc à une baisse du PIB, comme expliqué précédemment avec la vitesse de rotation monétaire et le principe de croissance exponentielle. Par contre, la décroissance, qui est un mouvement philosophique, est voulue, contrairement à la récession ou à la dépression, qui ne sont pas voulus mais subis. Alors, monsieur Arthur Keller, réveillez-vous! Et surtout, n'oubliez pas ce que dit Aurélien Barraud. Il va falloir que nous commencions par descendre de nos piédestaux et que nous réapprenions la base de ce que nos formations d'élite ont pris soin de ne pas même envisager de nous faire étudier. Et ce qu'il va falloir sérieusement étudier, c'est une société post-monétaire, une civilisation de l'accès. Ni monnaie, ni troc, ni échange. Mais une société des connaissances. Des connaissances qui ne seront pas limitées par les budgets, par le fric. Pas empoisonnées par les conflits monétaires des lobbies. Et ça fait toute la différence. Alors, allez-vous étudier de près, sérieusement, les idées post-monétaires? Ce projet de société, il consiste à organiser la descente énergétique et matérielle dont je vous parle, tout en réformant le modèle économique et social. Ce projet de société, il consiste à organiser la descente énergétique et matérielle dont je vous parle, tout en réformant le modèle économique et social, tout en réformant le modèle économique, tout en réformant... Mais qu'est-ce qu'il dit? Réformer? Mais changer de cap ne passe pas par réformer un système économique monétaire. Ça fait 4000 ans que les humains de bonne volonté essayent de soigner le système pour qu'il soit plus humain. Mais ça fait 4000 ans qu'ils échouent. Tout simplement parce que la monnaie porte en son sein l'exclusion, donc la guerre commerciale.
donc les destructions de l'environnement et des autres humains. Car la monnaie est un outil d'échange qui ne fonctionne que parce qu'il est relativement rare. Avec des feuilles d'arbre, ça ne fonctionne pas. Avec la monnaie de singe, ça ne fonctionne pas. Il faut de la rareté relative, donc de l'exclusion relative. Mais l'exclusion relative, c'est de l'exclusion. C'est la course à la rentabilité, c'est la course à la croissance exponentielle, bref, c'est notre autodestruction. Est-ce que votre éducation vous a appris ce principe de rareté relative de la monnaie et ses conséquences? Si vous avez besoin, petite vidéo disponible. Au final, aucune réforme possible. Que ce soit communiste ou capitalistes, ils sont tous monétistes et donc prisonniers des impératifs de l'usage de cet outil monnaie. Dépassons ce stade. L'avenir serein est post-monétaire. La difficulté de changer nos conventions, parce que quand on parle d'économie, c'est uniquement de cela qu'on parle, de conventions humaines, aussi solide soit-elle, cette difficulté est négligeable devant celle de modifier les réalités physiques, biologiques, climatiques, médicales, météorologiques, océanographiques qui sont en train de s'imposer à nous. Si vous croyez que les dirigeants chinois, parce qu'ils ont souvent bon dos, sont durs en affaires, n'oubliez pas que les lois de la nature le sont plus encore. Gardez en tête que l'échec incontestable qui est le nôtre n'est pas celui de l'humanité dans son ensemble, comme si nous ne pouvions pas être autres, comme si c'était écrit dans ce que nous sommes. C'est factuellement faux. C'est l'échec d'une civilisation devenue dominante par sa violence. Et cette violence, même si la violence est issue d'une frustration mentale, donc est naturelle, cette violence, donc, elle vient d'où? Elle est exacerbée par la société monétaire, une fois de plus. La société monétaire, c'est une guerre commerciale permanente, même dans un petit village entre deux commerçants, même au sein d'une famille avec les problèmes d'argent. La monnaie paye des soldats qui n'auront naturellement aucun intérêt, autre que l'argent de la solde, d'aller tuer le voisin. La monnaie, c'est la violence qui nous auto-détruit. Alors effectivement, l'humanité est-elle une sale race est une question qui devrait être complétée par l'humanité est-elle définitivement une sale race? Un dernier concept que je pense urgent de se réapproprier, celui de responsabilité. Si ça tenait qu'à moi, on l'ajouterait au fronton aux côtés des trois autres. Là encore, que vaut la responsabilité au sein d'un système monétaire? L'outil monnaie, on a appris que c'était un outil qui permettait la responsabilisation, avec les amendes et tout ça. Mais c'est aussi et surtout un outil qui favorise la déresponsabilisation. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous payez quelqu'un pour le faire à votre place. Pas envie de te salir? Paye quelqu'un pour le faire à ta place. Pas envie d'apprendre à faire quelque chose? Paye quelqu'un pour le faire à ta place. Pas envie de réfléchir, de décider? Paye un politicien pour le faire à ta place. Et on voit où toute cette déresponsabilisation, due au fric, nous mène au chaos et à la destruction. La justice? Mais avec des cabinets d'avocats ayant beaucoup de ressources, vous ne serez pas condamné de la même manière qu'en ayant un avocat débutant commis d'office. L'usage de la monnaie est notre mort à tous. Mort de nos principes de liberté, parce qu'il faut avoir du fric pour être libre. Mort de l'égalité, parce que les ressources financières ne sont pas les mêmes pour tous à la naissance et ne le seront jamais vu que la guerre commerciale est obligatoire et entraîne des inégalités. Mort de la fraternité, parce qu'encore une fois, la fraternité est détruite par les intérêts monétaires qui poussent à l'individualisme du porte-monnaie personnel. C'est assez excitant d'être celles et ceux qui doivent tout réinventer. Ce devoir d'insolence et d'humilité, cette injonction à l'incorrect et à la modestie, cette obligation de déserter les attendus, qui est la vôtre, c'est aussi une chance. Et oui, c'est une chance. Nous avons le pouvoir de changer radicalement la société humaine. Nous pouvons construire une société des connaissances, une société basée sur la démocratie réelle, directe, qui responsabilise.
Nous pouvons construire une société post-monétaire et plusieurs moyens s'offrent à nous. L'un d'eux est la démonétarisation légale et sereine, secteur par secteur. Informez-vous. Ce monde serein est possible, mais ça dépend uniquement de vous. On construit un monde en commençant par l'imaginer, par y réfléchir, parce qu'on ne s'amuse pas à courir avant de savoir marcher. Ce ne sera pas le monde monétaire, les médias commerciaux qui vont vous parler d'un monde post-monétaire. Au mieux, ils se foutront de notre gueule. Par contre, vous avez les moyens de contacter, de parler, d'argumenter, de contre-argumenter avec beaucoup de citoyens autour de vous. Demain, les dictatures l'interdiront, que ce soit par l'ultrasurveillance ou par des massacres de masse dans des guerres. C'est maintenant que vous devez faire connaître la civilisation de l'accès, la civilisation post-monétaire. Maintenant que nous devons tous connaître les principes débiles de la monnaie pour ne plus avoir la tentation d'y revenir. Maintenant que nous devons apprendre la psychologie pour contrer efficacement la violence qui n'est jamais issue de rien, pour contrer le réflexe de vouloir dominer les autres parce qu'on se croit plus intelligent, alors que c'est parce que nous avons peur de notre non-maîtrise. Toutes ces explications sont déjà disponibles. Sans le frein de l'argent. L'avenir serein ne dépend que de vous. Ne laissez pas les marchands d'armes continuer à diriger le monde. Vous devez agir. Renseignez-vous. On n'a rien à perdre à augmenter nos connaissances.